6836 à l'écoute. 6836, je vais avoir besoin de plus d'infos. C'est bon, on est en chemin. « 6836 à l'écoute. Décor à l'heure puis décor de faction. J'aime pas les accouchements. Non! Mon meilleur appel en carrière. Bonjour, bienvenue dans la série 6836 à l'écoute. Je m'appelle Tammy, je suis paramédic au Québec, puis je vous explique les dessous du système de service ambulancier. Jusqu'ici, on a répondu à plusieurs questions que vous m'avez posées sur Facebook et sur Instagram. On y va avec une question qui m'a beaucoup touchée, en fait. Comment on fait pour faire face à la mort et aux situations d'urgence, les challenges que ça peut apporter dans nos vies personnelles, puis comment on fait tout ce qui entoure les situations post-traumatiques, etc. Dans ma carrière, jusqu'ici, je suis bien heureuse de pouvoir dire que j'ai pas nécessairement vécu de situations traumatisantes jusqu'au point de dire que je devrais abandonner le métier. Par contre, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on pense. On est tous des humains en arrière de l'uniforme. On a beau avoir été formés pour faire face à toutes sortes d'urgences. Quand on arrive sur des lieux, des fois, il y a des détails, des petites choses qui vont venir nous chercher auxquelles on n'était pas prêt ou auxquelles on n'arrive pas à faire face justement parce que c'est de l'inattendu, c'était imprévisible. Si je peux donner un exemple personnel, dans ma carrière, j'ai fait très peu d'accidents où il y avait des décès d'impliqués. Mais il y en a un en particulier qui m'avait vraiment marqué. Ça s'est passé il y a plusieurs années. Et moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que la fille portait les mêmes boucles d'oreilles que moi à ce moment-là. C'était une paire de boucles d'oreilles qui était particulière. Malheureusement, elle était décédée dans cet accident-là. Je vous dirais que ça m'a habité pendant un certain moment. Puis il a fallu en parler, il a fallu débriefer pendant longtemps sur cette situation-là. Malheureusement, la partenaire que j'avais sur cet appel-là, ça n'a pas continué. Ça a été un frein, malheureusement, à sa carrière. Et ça peut arriver à tout le monde pour différentes raisons. Donc, comment on fait? Comme je dis, c'est d'en parler, d'avoir une personne de confiance. En premier, notre partenaire. De deux, si dans la compagnie pour laquelle vous travaillez offre des soutiens de programmes d'aide aux employés, c'est important de les utiliser si on en ressent le besoin. Puis je vous dirais, même si on n'en ressent pas le besoin. Parce que c'est pas tout de suite. On est fort, on a une grosse carapace, on porte un uniforme. On est là pour aider les autres. Donc, quand c'est nous qui devons mettre le genou à terre puis demander de l'aide, il faut utiliser ces programmes-là qui sont mis en place justement pour nous porter de l'assistance. C'est pas un métier qui est facile, c'est pas un métier qui est commun. C'est normal d'être atteint au niveau de nos sentiments un jour ou l'autre, d'un degré ou de l'autre. Puis il faut pas se dire, oui, mais un tel a vécu telle situation puis il est encore là. Ça, c'est lui. Si toi, le fait que la personne portait des boucles d'oreilles pareil comme toi, ça t'a touché, tu continues à y penser, t'en fais des cauchemars, parle-en. D'avoir quelqu'un, notre partenaire de travail avec qui on peut énormément ventiler, avec qui on peut parler des problématiques qu'on a vécues sur l'appel, quelqu'un qui nous comprend, supposément à 200%, ben c'est sûr que ça fait toute la différence. Le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, d'avoir des activités autres aussi qui sont pas tout le temps connectées avec le milieu ambulancier, ça nous aide à faire le vide, faire le vacuum. Personnellement, je suis vraiment une fan de sport, puis ça m'aide beaucoup parce que c'est un temps où je me donne à fond, je me vide, le stress que je peux avoir vécu dans la semaine, des situations qui ont pas été le fun, disons-le, je vais les passer en sueur, puis je vais les passer en push-up ou je vais les passer en squat. Ça m'aide vraiment beaucoup, moi. C'est ma façon que j'ai trouvée pour y faire face. S'il y en a pour qui ça va être de voyager un peu plus ou d'avoir des hobbies, de faire de la peinture, d'écrire leurs sentiments. Toutes les façons sont bonnes, mais à l'école, il y a un professeur qui m'avait dit, il faut que quand dans le temps, on mettait les papiers dans l'enveloppe, que quand on met les papiers dans l'enveloppe, on oublie la situation avec. Si la situation nous reste en tête, qu'on ramène ça à la maison ou que ça perdure au niveau des jours ou des semaines, c'est sûr que c'est important de consulter à ce moment-là. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment pas tabou, c'est vraiment pas faible, c'est pas manquer à son devoir du tout, au contraire, c'est juste de s'assurer d'être encore là, d'être encore un bon paramédic pour le prochain patient. Là, on a parlé du après, mais pendant l'appel, je vais vous révéler un grand secret. Nous, les paramédics, on est des poker face. Fait que des fois, sur l'appel, on a de l'air de bien gérer la situation. Je vais prendre mon exemple. J'aime pas les accouchements. Pas du tout. 2 patients, une toute petite vie, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. Sur les lieux, j'ai l'air de gérer mes affaires, je connais mon protocole, je sais ce que j'ai à faire. Mais en dedans, mes amis, à toutes les fois que j'ai accouché, je pleure, c'est l'émotion qui ressort, puis c'est normal, puis c'est correct, et il n'y a rien de gênant à ça. Hey, je viens d'accoucher,
oui, je viens d'accoucher. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai vécu l'émotion autant que la patiente. Puis on s'investit à fond, on veut que les patients aillent bien. Dans ces situations-là particulières, c'est une qui me rappelait que oui, ça a de l'air bien beau, bien correct de l'extérieur, mais en dedans, souvent, on est triste. Puis par rapport aux situations où il y a des arrêts cardiaques, des choses comme ça, des manœuvres, je vous dirais que c'est plus difficile quand la famille est alentour. Quand on a des enfants qui sont témoins de la scène ou des gens qui sont complètement paniqués autour de nous, il faut que nous, on garde notre calme pour que eux descendent d'un cran. C'est absolument horrible ce qu'ils sont en train de vivre, mais on a un travail à faire. On est focus, steak, blé d'Inde, patates, des choses bien établies dans notre tête qui sont presque des automatismes. Alors, sur les lieux, on est souvent très carré, très à nos affaires quand c'est des situations qui sont d'urgence. Les paramédics sont des poker face. J'ai aussi une autre question qui était rentrée. C'était quelqu'un qui n'avait pas vu l'épisode numéro 1 où je parle de la formation des paramédics. À savoir, est-ce que les paramédics sont des infirmiers? Pour répondre simplement non. La profession infirmière et la profession de paramédic, c'est complètement différent. On s'occupe du même patient à des niveaux différents, dans des contextes différents, dans des lieux différents. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Donc non, nos travaux, nos jobs sont complémentaires. Un a besoin de l'autre, mais c'est pas la même chose. Un paramédic ne peut pas être une infirmière et une infirmière ne peut pas être un paramédic, à moins d'avoir suivi la formation puis d'être les deux. Ça se peut, on en a plusieurs, mais de base, les rôles ne sont pas interchangeables. Malheureusement ou heureusement? Heureusement. Un paramédic n'est pas une infirmière puis une infirmière n'est pas un paramédic. À ne pas confondre. OK, ouais, ça c'est cool tout ça, on en apprend beaucoup, mais moi j'ai déjà vu une ambulance passer avec sirène et gyrophare. Ils se sont arrêtés dans le stationnement du Tim Hortons. Ils voulaient juste passer puis aller au restaurant, hein, c'est ça? La réponse facile? Non! En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos véhicules, on a ce qu'on appelle une répartition qui nous affecte sur des appels qui peuvent être urgents, plus urgents, moins urgents. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est en route pour un appel qui est rentré d'un code priorité 1. Donc, on va mettre sirène et gyrophare pour se rendre. Finalement, en chemin, l'appel change de priorité. Ça retombe une priorité 3, qui va être un appel d'affectation immédiate, mais qui n'est pas urgent. Alors, à ce moment-là, ça se peut qu'on passe à côté de vous, qu'on éteigne sirène et gyrophare, puis qu'on continue notre route tranquillement. Autre cas de figure, on aurait un appel qui peut être annulé en cours de route. Admettons que moi, je m'en allais sur un appel, finalement, il y a une autre équipe qui se libère à l'hôpital, qui se trouve à être beaucoup plus proche que moi pour le prochain appel. Ça donne bien, moi c'était mon heure de dîner. Alors la centrale à ce moment-là va affecter l'autre véhicule qui lui va se mettre en route avec sirène et gyrophare, arriver beaucoup plus rapidement que moi sur les lieux de l'appel. Et comme c'était mon heure de dîner, ben je vais tourner dans le stationnement du Tim Hortons. Ça peut laisser à croire que je m'en allais me chercher un lunch en urgence, mais rassurez-vous, en fait au Québec, la loi régit aussi la conduite des véhicules, même en mode urgent. On peut pas faire tout ce qu'on veut sous prétexte qu'on est en urgence. Alors si vous voyez un véhicule arrêter dans un restaurant ou éteindre ses sirènes et gyrophares après être passé à côté de vous, dites-vous qu'il a simplement été réaffecté ou qu'une unité plus proche a été mise en route pour l'appel. On a aussi eu des questions sur le fait des bonnes qualités d'un paramédic. En fait, en gros, un paramédic, pour être un bon partenaire, on est un bon paramédic à la base. Donc, beaucoup d'empathie pour les patients, de la générosité au niveau de soi, de sa personne, accepter le fait que des fois, on va pas manger, on va finir en retard ou on va rentrer une journée qu'on s'attendait pas pour offrir un service complet à la population. C'est beaucoup de dévouement, c'est beaucoup de dons de soi, puis il faut être prêt à ça. Je pense qu'aussi, les paramédics, c'est des gens qui s'adaptent. C'est des gens qui sont ambivalents. On a entendu parler beaucoup on a entendu beaucoup parler de résilience pendant la pandémie, le fait d'accepter les choses sereinement puis d'y faire face énormément dans la fonction de paramédic. Donc, je vous dirais que si c'est quelque chose qui vous intéresse, que c'est un métier qui vous attire, de se renseigner, soit auprès de moi, ça va me faire plaisir, ou auprès de gens de votre entourage peut-être qui font ce métier-là, pour en connaître les dessous. Parce qu'on donne souvent l'image du paramédic qui arrive sur une scène d'accident puis qui va ramasser les morceaux éparpillés un peu partout. C'est pas ça du tout. C'est d'accompagner mamie qui a mal au ventre depuis plusieurs mois puis qui, là, vit de la solitude, veut aller à l'hôpital pour faire vérifier ça. C'est de décrocher quelqu'un pour qui la vie s'était terminée à ce moment-ci, puis d'entendre le raisonnement de ses enfants et de sa famille résonner dans votre tête pour un bon moment. C'est d'accompagner quelqu'un qui vit sa première crise d'épilepsie ou sa millième. Il faut être prêt à ça aussi.
Alors, quand on dit qu'un paramédic, c'est résilient, puis ça s'adapte à tout, là, je pense que c'est les qualités principales pour pouvoir non seulement percer dans ce métier-là, trouver sa place, mais surtout être capable de durer. C'était quels sont les changements qui sont à venir au niveau de la profession paramédic et qu'est-ce que j'espère pour l'avenir? En fait, comme on en a parlé dans l'épisode 1, la fonction de paramédic, c'est quand même très jeune. On a une histoire qui est très jeune au Québec. Alors, les avancées au niveau de la médication, des actes délégués qu'on va pouvoir faire, l'élargissement de notre registre de soins, c'est quelque chose que j'aimerais voir s'étendre au courant des prochaines années. Par contre, c'est très lent. Déjà, juste la formation à la majeure pour accéder aux soins avancés, c'est encore très difficile. On sent qu'il y a beaucoup de réticence. On dirait que on veut, mais on veut pas. Sans tomber dans la politique, c'est sûr qu'on souhaite un avancement des soins et que la plupart des paramédics deviennent un jour des paramédics de soins avancés. Ça veut dire que plus de travail pourrait être fait à la maison, moins de délais pour avoir des accès à des soins, puis amener un patient à l'hôpital avec une condition qui serait déjà beaucoup plus relevée. Ça, c'est certain que c'est un des souhaits. Après, sinon, au niveau personnel, c'est toujours la reconnaissance de la profession. Des petites séries comme ça, je les fais sur mon temps personnel juste pour vous aider à voir les dessous de tout ça, à comprendre un peu notre réalité. Mais ça va être d'en parler, d'exposer, des corps à l'heure puis des corps de faction. À la campagne et à la ville, est-ce que ça fonctionne pareil? Présentement, je me trouve sur la côte nord du Québec. Je suis venue prêter main forte, en fait, parce que c'est une zone où la pénurie de main-d'œuvre se fait plus sentir que dans les grands centres. Alors, étant donné que je suis dans un coin où il y a moins d'appels au quotidien, je suis sur ce qu'on appelle un horaire de faction. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des paramédics? Je vous révèle tout ça. Suivez-moi! En fait, ce qui différencie un horaire qu'on dit à l'heure d'un horaire de faction, c'est la façon dont les paramédics travaillent. Alors, sur un horaire de faction, on est disponible 24 heures sur 24 pendant une période donnée. Ça peut être une journée, une semaine, 2 semaines. Ensuite, ça veut dire aussi que le paramédic vaque à ses occupations habituelles, qui est dans sa maison ou dans l'endroit qui est réservé pour les employés, une caserne ou autre, en attente des appels. Alors, on est relax, on regarde la télé, on s'entraîne, on mange, mais on garde toujours près de nous notre radio qui peut sonner à tout moment puis qui nous avertit si jamais quelqu'un a besoin de nous. À ce moment-là, les paramédics vont avoir 8 minutes pour s'habiller, récupérer un lunch ou des collations si jamais c'était l'heure de manger et se mettre en route pour l'appel. 8 minutes pour un patient qui va pas bien, c'est vraiment long. Par contre, dans des régions comme ici, dans le nord du Québec, où il y a moins d'appels, d'avoir une ambulance qui serait postée ici 24 heures sur 24, mais sur un modèle dit à l'heure, ce serait pas faisable non plus. Dans les modèles à l'heure, les paramédics sont disponibles d'une heure donnée à une heure donnée. Ils vont rester dans le camion la plupart du temps ou être en caserne selon les compagnies et les points d'attente, en attente justement du prochain appel. Mais ils sont déjà en uniforme, sont déjà disponibles, ils commencent, admettons, à 6 heures du matin puis terminent, en théorie, à 18 heures le soir. Ce qui veut dire que pendant cette période-là de 12 heures, ils ne sont qu'au travail, sont affectés seulement qu'à ça. Par contre, dans des coins comme ici, dans le nord du Québec, où il n'y a pas beaucoup d'appels, d'avoir une ambulance comme ça sur ce modèle-là, ce serait pas faisable de un, parce qu'il manque de personnel. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont disponibles puis qui veulent venir travailler dans les régions éloignées. Et de deux, ça vaudrait pas assez la peine d'avoir 4 paramédics minimum par jour pour effectuer ce qu'on appelle une couverture optimale. Alors non, c'est pas évident au niveau des soins aux patients quand on a un modèle qui est dit de faction. C'est un peu mieux pour la vie du paramédic. Ceux qui ont des maisons ou des enfants puis qui habitent dans leur secteur de travail, ben eux, ils peuvent être à la maison, gérer leurs activités, passer la tondeuse, etc. Puis être prêts quand on a besoin d'un appel. Mais c'est un couteau à double tranchant parce qu'on peut aussi être en train de s'occuper d'un enfant qui est malade, être en train de prendre sa douche ou être en train de manger, puis se faire couper pour un appel. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Maintenant que j'ai vécu les deux, je peux en parler plus librement. Je vous dirais que j'ai beaucoup aimé le modèle de faction. Même si on s'est souvent fait couper sur une heure du souper, puis ça nous amène à manger dans le camion, c'est pas arrivé à tous les jours. Puis d'avoir des journées complètes où il n'y a pas d'appel, où c'est tranquille, bien, on l'apprécie d'être au travail, mais de ne pas avoir d'appel. Alors, à petite dose, je vous dirais, sur le long terme, je ne sais pas si faire une carrière complète comme ça, c'est viable parce que certains le font. Est-ce que ce serait optimal pour moi? Je pense pas, parce qu'on est complètement
accroché et dépendant de ce petit bidule-là. À l'épicerie, dans la douche, en train de s'entraîner, ça peut sonner à n'importe quel moment. Donc, on vit attaché à notre walkie. Ensuite, quand on est sur des appels à l'heure, dans des points urbains comme mon poste à moi personnellement, on est toujours en déplacement. Puis alors que j'ai fait ici 5 appels sur une durée de toute une semaine, dans mon secteur, je peux faire 5 appels dans une même soirée avant d'aller manger. C'est vraiment pas la même charge de travail. Charge de travail, bien sûr, ça m'amène à vous parler de conditions de travail. Les conditions de travail des paramédics au Québec sont plutôt médiocres et plutôt partout. Quand on discute avec d'autres paramédics de d'autres secteurs, on se rend vite compte que c'est pas plus rose dans un secteur ou dans l'autre. On vit tous des réalités qui sont difficiles. De un, par la nature de notre travail, qui est pas évident, mais aussi par des mesures, des décisions qui sont prises par des gens qui sont pas sur l'ambulance, puis qui nous compliquent un peu la vie. On va le dire comme ça. À la fin de la journée, est-ce que ça reste quand même le plus beau métier du monde? Sans hésitation. C'est impossible de terminer une série paramédique sans, bien sûr, aborder mon meilleur appel en carrière, même si dans un des épisodes précédents, je vous ai parlé de la difficulté que j'ai avec les accouchements, comme quoi j'aime vraiment pas ça, autant que mon plus bel appel en carrière, ça a été l'accouchement d'une petite fille qui va avoir... Aïe, aïe! Elle a eu 9 ans cette année. 9 ans déjà. On avait eu comme quoi elle était sortie de l'hôpital puis que ça s'était très, très bien passé par après. J'en parle encore puis j'ai des frissons en pensant à la situation. C'était ma première. J'étais tellement nerveuse, mais au final, la reconnaissance des parents, la gratitude qu'on avait eue sur cet appel-là, le sentiment d'avoir complètement fait la différence, là, parce que c'était un premier bébé, personne s'y attendait à ce que ça arrive aussi rapidement, mais de prendre la toute petite dans les bras puis de se dire « I did it! Je vais accoucher! » Alors, cet appel-là, incontestablement, ça reste mon meilleur appel à vie. Mon petit bébé, mon petit patient de ce moment-là. Pas d'émotion, pas d'émotion. Arrêtez, coupez. Il n'y a pas de plus beau métier que celui de paramédic. On est à l'extérieur, on vit une relation de confiance avec un partenaire, on a un travail où le public généralement est reconnaissant des soins qu'on leur donne, sont contents de nous voir arriver. On arrive au pire moment de leur vie. La fois qu'ils vont avoir pris l'ambulance, ça va être ma grosse face qu'ils vont avoir vue. Ça n'a pas de prix. Puis je trouve que c'est tellement la fibre joyeuse, le fun que je veux transmettre à tous les futurs paramédics ou à ceux qui songent à joindre ce métier-là éventuellement. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Le premier patient de qui on doit prendre soin, c'est soi. On a à peine effleuré la plupart des sujets. Encore une fois, en commentaire, si jamais vous voulez me laisser vos retours, ce que vous en avez pensé, des suggestions de sujets à aborder pour d'autres capsules de 6836 à l'écoute, ben ça me ferait tellement plaisir. D'ici là, on se dit à la prochaine. Salut! Il n'y a aucun patient qui a été délaissé pour le tournage de cette vidéo.